Un jeune garçon du Minnesota jouait dehors dans la neige fraîchement tombée. Quand ses parents sont allés le voir, il avait disparu, sans laisser de traces. 8 ans plus tard, son père regarde sous le chenil du voisin. Ce qu'il y découvre glace son sang. Maple Hollow, petite ville du nord du Minnesota, était réputée pour sa communauté soudée et ses hivers rudes. Avec à peine 2000 habitants, c'était un endroit où chacun connaissait les autres, où les enfants jouaient librement et les portes restaient ouvertes. Jusqu'au jour où Joshua Coulter, 5 ans, disparut un matin d'hiver. Ce jour-là, Joshua avait demandé à jouer dans la neige. Comme souvent, ses parents l'avaient laissé sortir. Leur terrain bordait un petit bois familier des enfants du quartier. Ethan, son père, avait promis d'aller le voir 20 minutes plus tard. Quand il est sorti, Joshua n'était plus là. La ville entière s'est mobilisée. On a fouillé les bois, plongé dans le lac gelé, interrogé chaque voisin. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et l'enquête a été abandonnée. Ethan et Claire, eux, n'ont jamais cessé de chercher. Ce matin-là, Ethan épluchait encore des dossiers de police, assis à la table de la cuisine. Claire, sa femme, s'activait à faire le ménage, comme pour donner un semblant de normalité à leur vie figée dans l'attente. Le son de la sonnette interrompit ses pensées. Harold Stevens, leur voisin, se tenait sur le perron. Homme discret et marqué par la perte de sa femme et de son fils 10 ans plus tôt, il expliqua que la tempête de neige avait renversé leur vieille clôture. Il l'avait déjà réparée. Ethan le remercia, surpris de ce geste inattendu. Après son départ, Claire suggéra d'inviter Harold à dîner, en guise de remerciement. Ethan hésita, préférant se concentrer sur les récents rapports de police. Mais Claire insista. Il s'était isolé, tout comme Harold. Peut-être un dîner pourrait leur faire du bien à tous. Finalement, Ethan accepta. Il traversa la rue, le froid mordant les joues, et frappa chez Harold. N'obtenant pas de réponse, il entendit des bruits à l'arrière de la maison. Il fit le tour, suivant le son jusqu'au vieux chenil. Là, il aperçut Harold accroupi à l'intérieur, occupé à bricoler quelque chose. Ethan l'appela. « Harold, c'est Ethan. » À l'appel d'Ethan, Harold se figea un instant avant de sortir lentement du vieux chenil. « Ethan, dit-il, un peu essoufflé. Désolé, je ne t'ai pas entendu frapper. »« Pas de souci, » répondit Ethan, en remarquant à quel point Harold s'était vite redressé et placé devant l'entrée du chenil. « Je suis surpris que tu gardes encore cette vieille niche. Ça fait longtemps que tu n'as plus de chien, non? Tu veux de l'aide pour la démonter ?» Harold hésita. « C'est un souvenir de Rex. C'était un bon chien. J'aime bien l'avoir encore là. » Ethan comprit. Chacun gardait ses souvenirs à sa manière. Harold désigna une nouvelle structure en bois à moitié terminée. « En fait, je pense reprendre un chien. Je travaille sur cette niche depuis quelques semaines. »« Tu fais ça dans ce froid? T'es motivé. J'élevais des chiens quand j'étais plus jeune. Tu sais déjà quelle race tu veux? » ?»« Pas vraiment. Peut-être un chiot ou un chien de taille moyenne. Claire et moi voulions justement t'inviter à dîner ce soir. Si tu veux, je peux t'aider à finir la niche, et ensuite, on pourrait aller voir un éleveur que je connais. » Harold parut réfléchir un instant, puis hocha la tête. « J'apprécierais. On devrait finir en quelques heures, et merci pour le dîner. » Pendant qu'il parlait, Ethan remarqua qu'Harold jetait sans cesse des regards vers l'ancienne niche. Quelque chose le dérangeait, mais il ne parvenait pas à savoir quoi. Peut-être simplement la gêne d'un homme peu habitué aux échanges. « D'accord, je te laisse travailler, » dit Ethan. « Passe quand tu veux pour l'éleveur, et à ce soir, vers 18h. » Harold acquiesça, déjà retourné vers la niche. En traversant la rue, Ethan ne put s'empêcher de ressentir un malaise. Rien de suspect, mais quelque chose clochait. Peut-être était-ce le fait qu'Harold, si renfermé depuis des années, se décide soudain à prendre un chien. Ou bien simplement la scène étrange de ce bricolage sous la neige. De retour chez lui,
Ethan annonça à Claire. Il a accepté l'invitation. Elle sourit. C'est super. Vers quelle heure? De Zuato aura. Et devine quoi? Il veut reprendre un chien. Je lui ai proposé de l'aider avec sa niche, puis d'aller voir un éleveur. Claire sembla réellement étonnée. Un chien? Après tout ce temps? Tu vois, je te l'avais dit. Il doit se sentir seul. C'est un bon signe. Ethan retourna vers ses papiers. C'est juste inattendu. Il garde encore l'ancienne niche comme un souvenir. Chacun avance à son rythme. D'ailleurs, on n'a presque plus rien à manger. J'aimerais préparer quelque chose de spécial ce soir. Tu pourrais aller faire les courses? Il fait trop froid pour que je prenne le bus. Ethan soupira, pensant à tous les dossiers qu'il voulait lire. Mais face au regard de Claire, il céda. D'accord, j'irai maintenant, et je verrai avec Harold en revenant. Claire, reconnaissante, nota rapidement la liste pendant qu'il préparait la voiture. Alors qu'il allait quitter l'allée, il aperçut Harold traversant la rue. « Ethan !» Ethan baissa sa vitre. « Déjà fini avec la niche ?»« Non, en fait, je viens de me rappeler que j'ai des plans avec des amis ce matin. On devra reporter l'éleveur. Mais je viendrai quand même pour le dîner. »« Pas de souci, » répondit Ethan, un peu surpris. « À ce soir. » Harold repartit, et Ethan resta pensif. En toutes ces années, il n'avait jamais entendu parler d'amis chez Harold. Mais peut-être que, comme eux, il essayait simplement de reprendre goût à la vie. Au supermarché, Ethan remplit le chariot méthodiquement. Le magasin était calme, sans doute à cause de la neige annoncée. En revenant à sa voiture, il vit que le ciel s'était couvert. Tandis qu'il sortait du parking, il reconnut la voiture bleue de Harold roulant dans la direction opposée de leur quartier. Il était seul à bord. Par automatisme, Ethan le suivit un moment sur la route enneigée, son esprit partagé entre la liste de courses et un sentiment étrange, persistant. Quelques minutes plus tard, la voiture de Harold se gara devant les Northwoods Kennels, un élevage local que Ethan avait mentionné plus tôt. Ethan roula lentement à côté, l'incompréhension grandissant. Harold avait annulé leur sortie, prétextant des plans avec des amis, mais le voilà seul au chenil. Ethan pensa à s'arrêter, mais il n'avait aucune raison de questionner le mensonge de Harold. Peut-être voulait-il simplement choisir son chien seul, ou rencontrer ses amis là-bas. Mais la situation restait étrange. En rentrant chez lui, une légère neige recommença à tomber. Il déchargea les courses et trouva Claire en train de préparer le dîner. « Tu es de retour tôt », dit-elle en prenant un sac. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et en fait, j'ai vu Harold au chenil. Le chenil, mais il avait annulé. Oui, il a dit qu'il avait des plans avec des amis, mais je l'ai vu arriver seul. Claire s'arrêta un instant. C'est bizarre, mais ce n'est pas vraiment notre affaire. Peut-être qu'il voulait juste regarder tout seul. Ethan acquiesça, mais quelque chose le tracassait encore. Ils continuèrent à ranger les courses. En jetant un œil par la fenêtre de la cuisine, Ethan aperçut la voiture de Harold arrivant chez lui. Il en sortit un grand chenil métallique avec un berger allemand à l'intérieur. « Il est déjà revenu », dit Ethan. « Un berger allemand, je crois. » Claire s'approcha de la fenêtre. « C'est rapide. Il a dû vraiment bien s'entendre avec le chien. »« C'est étrange, » répondit Ethan. « Je connais bien ses démarches. » En général, le processus prend plus de temps, surtout avec la paperasse. Ils regardèrent Harold lutter avec le chenil dans la neige. « Il a du mal, » dit Ethan. « Je devrais l'aider. » Avant que Claire ne réponde, il traversa la rue rapidement. « Besoin d'un coup de main ?» Harold se retourna brusquement, l'air surpris. « Non, ça va, » répondit-il brusquement. « On se voit ce soir, » ajouta-t-il, se détournant déjà. Ethan rentra chez lui, inquiet. Quelque chose n'allait pas chez Harold, mais il ne savait pas quoi en penser. Il n'avait jamais été proche de lui, mais ce comportement étrange éveillait des soupçons. Claire lui jeta un regard interrogateur. «
Il n'a pas voulu d'aide, expliqua Ethan en haussant les épaules. Il a dit qu'il gérait. Claire hocha la tête. Certaines personnes n'aiment pas accepter de l'aide, ça les rend vulnérables. Ethan acquiesça, mais il n'arrivait pas à oublier la réaction de Harold. La soirée passa lentement, la neige continuant de recouvrir Maple Hollow. Ethan essaya de se concentrer sur les documents de police, mais rien de nouveau n'apparaissait. Un rapport évoquait une possible apparition de Joshua dans une ville voisine, mais cela s'était révélé une erreur d'identification. Lorsque l'heure du dîner arriva, la maison embauma les arômes d'un rôti, de légumes et d'une tarte aux pommes. Claire avait préparé un repas spécial, signe de l'importance de cette rencontre pour elle. « Tu penses qu'il va venir ?» demanda Ethan en mettant la table. « Pourquoi pas ?» répondit Claire. « Je ne sais pas, il a agi de façon bizarre aujourd'hui. Tous ces changements de plan, sa réaction quand j'ai proposé de l'aider. » À 18h, la sonnette retentit. Harold était sur le pas de la porte, tenant une bouteille de vin, son manteau couvert de neige. « J'espère que Red va bien, » dit-il en tendant la bouteille. « Parfait, merci, » répondit Ethan, en s'écartant pour le laisser entrer. Claire le salua chaleureusement, et après quelques échanges de banalités, la conversation se tourna vers le nouveau chien de Harold. « Alors, j'ai vu que tu as pris un berger allemand. Il s'adapte bien ?» Harold marqua une pause avant de répondre, son attitude tendue. « Il s'adapte, » dit-il finalement. « C'était rapide, » remarqua Ethan. « J'ai vu que tu y allais juste après avoir dit que tu avais des plans avec des amis. » Harold sembla un peu nerveux. « Désolé pour ça. Mes plans ont changé. Mon ami a annulé, et j'étais tellement excité pour le chien que j'y suis allé directement. » Ethan haussa les épaules. « Ça m'a surpris qu'il traite tout si vite. Quand j'élevais des chiens, ça prenait plus de temps avec la paperasse. » Harold se racla la gorge. « En fait, je l'avais déjà commandé il y a quelques jours. Je suis juste allé le chercher. » L'explication semblait raisonnable, mais Ethan ne pouvait pas oublier ce qu'il avait entendu le matin même. Harold avait dit qu'il n'était même pas sûr de vouloir un chiot ou un chien de taille moyenne. Et quelque chose dans son comportement maintenant, son regard fuyant, la légère tremblement de sa main en attrapant son verre, suggérait un malaise plus profond que la simple gêne sociale. Claire, sentant la tension croître, changea doucement de sujet. « Harold, tu as perdu ta femme et ton fils il y a 10 ans, je suis désolé. On sait à quel point c'est dur de perdre sa famille. » Harold assouplissait un peu son expression. « Oui, c'est difficile de vivre seul tout ce temps. »« On sait ce que c'est, » dit Claire d'une voix douce. Après la disparition de Joshua, elle ne termina pas sa phrase. Harold devint soudainement agité, fixant la fenêtre où la neige tombait fort. « Je suis vraiment désolé, mais je dois aller vérifier mon chien. Il neige de plus en plus et il pourrait être stressé par le changement. » Il se leva brusquement. « J'ai oublié de le ramener avant de venir, » dit-il en partant précipitamment. Ethan regarda par la fenêtre. « Tu as raison, le vent se lève aussi. Tu as besoin d'aide ?»« Non, non, » répondit Harold presque paniqué. « Le chien est un berger allemand. Il pourrait être effrayé par des étrangers. Je vais m'en occuper et je reviendrai après. » Claire se leva à son tour. « D'accord, mais assure-toi que ton chien soit bien. Nous habitons juste en face. Ne te presse pas si tu dois lui prêter attention. » Harold hocha la tête en signe de remerciement et partit en oubliant son manteau. Une fois partis, Ethan et Claire restèrent à table dans un silence gêné. « C'était bizarre, » remarqua Ethan. Claire haussait les épaules en remplissant leur verre de vin. « Il est inquiet pour son chien, c'est compréhensible. » Ethan acquiesça, mais il n'arrivait toujours pas à se débarrasser du malaise. Le temps passa, et Harold ne revint pas. La tarte de Claire resta intacte sur le comptoir, et la salle à manger était calme, à part les bruits occasionnels des couverts. « Ce n'est pas grave s'il ne revient pas, » dit Claire finalement. « Peut-être qu'il a du mal à l'installer. » Elle se leva pour débarrasser la table,
mais s'arrêta en voyant le manteau d'Harold toujours accroché. Oh, il a oublié son manteau. Il fait froid dehors. Ethan se leva. Je vais lui ramener. Claire acquiesça, continuant de ranger les assiettes pendant qu'Ethan prenait le manteau d'Harold et le sien avant de sortir dans la nuit neigeuse. La neige crissait sous ses bottes en traversant la rue. L'air froid frappait son visage exposé. Des flocons tourbillonnaient autour de lui, illuminés par les réverbères comme de petites étoiles tombant sur terre. La maison de Harold était sombre, à l'exception d'une faible lumière visible depuis la cuisine. Il frappa à la porte, le manteau d'Harold replié sur son bras. Après une minute sans réponse, il frappa de nouveau, plus fort cette fois. Rien. Ethan regarda sa montre. Cela faisait plus d'une demi-heure qu'Harold était parti. Cela ne devrait pas prendre autant de temps pour rentrer un chien, même s'il était difficile. Tandis qu'il hésitait, il entendit soudain des aboiements venant du jardin. Le chien était toujours dehors par ce temps. L'inquiétude prenant le dessus, Ethan contourna la maison, appelant Harold. « Harold, c'est Ethan. Ça va? J'ai apporté ton manteau. » Le jardin était partiellement éclairé par la lumière de la cuisine. Ethan aperçut le berger allemand, pas dans la maison comme Harold l'avait prévu, mais toujours dehors. Le chien se déplaçait nerveusement dans son petit chenil, une chaîne attachée à son collier limitant ses mouvements. Ethan chercha Harold, mais il n'y avait aucun signe de lui. La situation n'avait aucun sens. Harold était parti spécifiquement pour ramener le chien à l'intérieur, et pourtant, il était toujours là, dehors, sous la neige. S'approchant prudemment, Ethan remarqua que la grande niche que Harold était en train de construire était toujours inachevée, malgré ce qu'il avait dit le matin même. Encore une incohérence. « Harold !» appela-t-il un peu plus fort. Aucune réponse. Il regarda par la fenêtre de la cuisine, mais il ne voyait aucun mouvement à l'intérieur. La voiture d'Harold était toujours dans l'allée, et par ce temps, à cette heure, il semblait peu probable qu'il soit parti à pied, surtout sans son manteau. Ethan sortit son téléphone et appela Harold. La sonnerie alla directement à la messagerie après plusieurs secondes. Une inquiétude grandissante lui serra l'estomac. En rangeant son téléphone, le berger allemand se remit à aboyer de façon plus intense. Ethan pensa d'abord que c'était à cause de sa présence, mais en observant mieux, il comprit que le chien fixait un point particulier, alternant entre aboiements et gémissements en direction de la petite niche. Prudent, il s'approcha pour mieux voir. Il remarqua alors un panneau de bois au sol de la structure qui semblait pouvoir bouger, avec un cadenas ouvert dessus. Il y avait aussi un éclat métallique, probablement une poignée, incrustée dans le panneau. En s'inspirant de son expérience passée avec les animaux, Ethan s'approcha doucement du chien et détacha la chaîne de son collier, la fixant à un poteau un peu plus loin. Le chien, apparemment plus perturbé qu'agressif, laissa Ethan faire. Puis, avec le chien en sécurité, il se pencha pour observer de plus près le sol de la niche. Ce qu'il avait pris pour un simple plancher de niche était en réalité une trappe sophistiquée. La poignée et le verrou ressemblèrent à ceux qu'il avait vus dans des documentaires sur les bunkers de guerre. Un frisson froid, bien plus intense que le froid de l'air extérieur, le traversa. Pourquoi Harold cacherait-il un bunker sous une niche de chien? Et pourquoi était-il si secret et évasif toute la journée? Ethan se redressa, la tête pleine de questions. Il devait parler à Claire. Il appela chez lui. « Claire, dit-il, sa voix tendue. J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans le jardin d'Harold. Il y a une sorte de bunker sous la niche. »« Un bunker ?» s'étonna Claire. « Que veux-tu dire ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Il y a une trappe dans le sol de la niche, avec une poignée et un cadenas, comme dans les anciens bunkers de guerre. Le chien est toujours dehors, attaché, et je ne trouve pas Harold. Il ne répond pas à son téléphone, et sa voiture est toujours là. » Claire resta silencieuse un moment avant de répondre. « C'est inquiétant. Tu penses qu'il pourrait être là-dessous? Peut-être qu'il est tombé ou qu'il est coincé.
Je ne sais pas, admit Ethan. Le cadenas est ouvert, ce qui veut dire que quelqu'un pourrait être là-dessous. Mais pourquoi aurait-il construit une niche sur une entrée de bunker? Ça n'a pas de sens. Ça pourrait être dangereux, avertit Claire. Peut-être qu'on devrait appeler la police, juste pour être sûr. Ta batterie de téléphone était faible tout à l'heure. Je vais appeler. Ethan acquiesça, bien qu'elle ne puisse le voir. D'accord, mais dis-leur que c'est juste pour vérifier. Je suis inquiet qu'Harold soit en danger là-dessous. Je ne peux pas le joindre, sa maison est verrouillée, mais sa voiture est là. Promets-moi de ne pas y aller, insista Claire. Reviens à la maison, et on attendra la police ensemble. Ethan répondit. Je promets, je serai de retour bientôt. Il raccrocha et jeta un dernier regard sur la trappe. La partie rationnelle de lui savait qu'il devait suivre le conseil de Claire et attendre les autorités. Mais une autre partie de lui, celle qui cherchait des réponses depuis 8 longues années, était attirée par le mystère sous la niche. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, un bruit métallique se fit entendre, comme quelqu'un montant une échelle ou des escaliers. Ethan se figea, les yeux fixés sur la trappe, qui resta fermée. Les bruits devinrent plus forts, des pas sur des échelons métalliques. Puis, avec un bruit de raclement, le panneau de bois bougea et le cadenas tomba de côté, tandis que la trappe s'ouvrait. Harold émergea de l'ouverture, se traînant maladroitement hors de l'espace étroit. Lorsqu'il se redressa et aperçut Ethan, son visage exprima une pure surprise, vite suivie de quelque chose de plus sombre. De la peur, de la colère, il était difficile de dire dans la faible lumière. « Ethan » dit Harold d'une voix contrôlée, mais tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici » Ethan tendit le manteau. « Tu l'as laissé chez nous. Comme tu n'es pas revenu, j'ai pensé te l'apporter. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je me suis inquiété quand tu n'as pas répondu à la porte. Puis j'ai entendu le chien aboyer. Il est toujours dehors dans le froid. » Harold prit le manteau lentement. « Merci. Oui, pour le chien, il ne s'adapte toujours pas. Je ne suis plus sûr de vouloir le faire entrer. J'espère que tu comprends. » Ethan ne put s'en empêcher. Il regarda fixement la trappe ouverte. « Qu'est-ce qu'il y a là-dessous, Harold ?» Harold se raidit, son expression devenue fermée. « Rien qui te concerne. » Ethan insista. « Je commençais à m'inquiéter quand tu n'as pas répondu à ton téléphone, ni à la porte. Ta voiture est là, mais toi, tu n'étais pas. » Harold ne répondit pas directement, mais jeta un regard furtif au berger allemand. « Tu as déplacé mon chien. »« Eh, il était nerveux et aboyait sans cesse à la trappe, » expliqua Ethan. « Je l'ai déplacé pour le calmer. » La mâchoire d'Harold se contracta visiblement. Ethan décida d'être direct. « Pourquoi m'as-tu menti toute la journée, Harold ? Tu as dit que tu ramènerais ton chien à l'intérieur, mais il est toujours dehors. Tu as dit que tu finirais la grande niche ce matin, mais elle est à peine commencée. Tu prétendais rencontrer des amis alors que tu es allé seul chez l'éleveur. » Il observe Harold de plus en plus agité. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Un silence s'installa, interrompu seulement par le bruit du vent et les gémissements occasionnels du berger allemand. Puis, sans avertissement, Harold se jeta en avant. Ethan eut à peine le temps de réagir avant qu'Harold ne le pousse violemment, saisissant sa veste et le projetant en arrière avec une force inattendue. Ils se battirent dans la neige. Le visage d'Harold était tordu par une rage mêlée de peur. « Tu n'aurais pas dû te mêler de ça !» gronda Harold, donnant un coup solide dans le ventre d'Ethan. Le coup fit perdre le souffle à Ethan, mais des années de travail physique l'avaient gardé fort malgré son chagrin. Il parvint à bloquer un coup de coude d'Harold et à le repousser. « Qu'est-ce que tu caches, Harold ?» demanda Ethan, faisant des cercles autour de lui, restant à distance. Harold ne répondit pas. Il chargea à nouveau, cette fois en dirigeant son genou dans le ventre d'Ethan. Ce dernier se plia en deux, haletant, et Harold en profita pour le pousser vers la trappe ouverte. « Entre là-dedans » ordonna Harold,
sa voix anormalement calme malgré la violence de ses gestes. « Tu ne peux pas me forcer à y aller. » Un sourire glacial se dessina sur le visage d'Harold, tandis qu'il sortait une arme de derrière son dos. « C'est toi qui y descends, ou je ferai tomber ton cadavre. » Le regard de l'arme fit naître une vague de peur chez Ethan, mais il garda son calme. « La police arrive, Harold. Claire les a appelés quand je ne t'ai pas trouvé. Si tu tires, tous les voisins l'entendront. » Frustration traversa le visage d'Harold, mais il garda l'arme pointée sur Ethan. Plutôt que de tirer, il s'avança et frappa Ethan au visage avec l'arme, le faisant chanceler en arrière. Le sang s'écoula d'une coupure au-dessus de l'œil d'Ethan, tandis qu'Harold continuait à le pousser vers la trappe, tentant de le forcer à ramper dans l'ouverture étroite. Malgré la douleur et la confusion, Ethan résista, saisissant le poignet d'Harold et lui tordant le bras jusqu'à ce que l'arme tombe. D'un geste désespéré, Ethan donna un coup de pied dans l'arme, l'envoyant glisser à travers le sol en bois de la niche et disparaître dans les ténèbres du bunker. Enragé, Harold se précipita de nouveau, mais cette fois, Ethan était prêt. Il esquiva et utilisa l'élan d'Harold contre lui, l'envoyant percuter le côté de la niche. Au loin, les sirènes de la police retentirent dans la nuit. Harold leva la tête, la panique remplaçant la rage sur son visage. Quelques instants plus tard, 2 voitures de police arrivèrent devant la maison, leur lumière illuminant la cour enneigée en rouge et bleu. Les officiers sortirent rapidement, les mains sur leurs étuis à armes à feu, alors qu'ils se dirigeaient vers la scène du combat. « Police, les mains là où on peut les voir !» cria un policier. Les 2 hommes levèrent les mains, bien que Harold le fît à contre-cœur, son visage masquant sa frustration et sa défaite. Les policiers les séparèrent, l'un vérifiant le visage ensanglanté d'Ethan, tandis que l'autre maîtrisait Harold. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le premier policier. Avant qu'Ethan puisse répondre, Claire apparut, ayant suivi les voitures de police depuis leur maison. « Ethan, ça va ?» cria-t-elle en courant vers lui. « Je vais bien », assura-t-il, bien que la coupure au-dessus de son œil saignait encore. Ethan expliqua rapidement aux policiers ce qui s'était passé, comment Harold s'était comporté de manière étrange toute la journée, comment il avait découvert le bunker sous la niche et comment Harold l'avait attaqué lorsqu'il l'avait confronté. Ethan ajouta « Il m'a braqué avec une arme. J'ai réussi à le désarmer, mais l'arme est tombée dans le bunker. » Les policiers regardèrent Harold, qui resta silencieux, son expression impénétrable. « C'est vrai, monsieur ?» demanda un policier. « Avez-vous agressé cet homme et menacé de l'abattre ?» Harold ne répondit pas. « Nous allons devoir vous emmener », continua l'officier, en lisant ses droits alors que son collègue lui passait les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. » Tandis que l'agent continuait la mise en garde, une autre voiture de police arriva, suivie d'une ambulance. Les paramédics se précipitèrent vers Ethan pour vérifier ses blessures, tandis que d'autres policiers sécurisaient la scène. Un officier s'approcha de la trappe ouverte, éclairant l'obscurité en dessous. « Il semble y avoir une sorte de pièce souterraine ici », rapporta-t-il, en scrutant les escaliers métalliques qui menaient vers le bas. Avant que quelqu'un ne réagisse, un bruit se fit entendre venant du bunker. Le bruit caractéristique de quelqu'un montant les escaliers métalliques. Tout le monde se figea, les policiers dégainant immédiatement leurs armes, les braquant vers l'ouverture. Le paramédic repoussa Ethan en arrière, et Claire se mit à trembler, attrapant le bras de son mari. Les bruits de pas devinrent de plus en plus distincts. Puis, lentement, une silhouette émergea des ténèbres. C'était un garçon, environ 13 ans, avec une tignasse de cheveux roux, longs et mal coupés. Il était mince, pâle, visiblement effrayé, et ses yeux écarquillés s'habituèrent à la lumière des lampes torches des policiers. Dans ses mains tremblantes, il tenait l'arme de Harold. Les policiers, tendus, lui ordonnèrent de poser l'arme, mais le garçon semblait confus et terrifié, pointant l'arme dans toutes les directions. « Papa », dit-il, sa voix brisée par la peur, trouvant Harold du regard. «
Je vais te protéger, papa. Je vais défendre notre maison. » Ses mains tremblaient violemment en tenant l'arme. « Je veux être soldat comme toi. » Les policiers échangèrent des regards interloqués, ne sachant pas comment réagir face à ce garçon effrayé tenant une arme. « Fils, pose l'arme, » dit doucement un agent. « Ce n'est pas un jouet. » Le doigt du garçon se crispa sur la gâchette. « Je sais m'en servir, » dit-il d'une voix tremblante. « Papa m'a appris. Le pays est en guerre. Vous êtes l'ennemi. Vous voulez prendre papa et notre maison. » Ethan regarda le garçon. Une étrange sensation de nausée l'envahit. Il y avait quelque chose de terriblement familier dans les traits de l'enfant, la forme de son visage, la couleur de ses cheveux, la ligne de sa mâchoire. « Joshua » murmura-t-il, les mots lui échappant dans un souffle. Les yeux du garçon se fixèrent sur lui, la confusion visible. Ethan s'avança lentement, ignorant les efforts des paramédics pour le retenir. « Joshua, que veux-tu dire ? Ce n'est pas une guerre, et Harold n'est pas ton père. Toi et ta mère êtes mes parents. » Le garçon hésita, son expression trahissant un doute. « Tu mens, » dit-il, mais avec moins de certitude. « Vous voulez juste nous tuer. » Sa voix se brisa. « Ma mère est morte dans une guerre. Papa a dit qu'elle a été tuée par l'armée. » Claire s'avança à son tour, des larmes coulant sur son visage. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et montra au garçon l'écran, son fond d'écran inchangé depuis 8 ans, avec un Joshua souriant largement à la caméra. « Tu as été enlevé, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Nous t'avons cherché pendant toutes ces années. Tu nous as tellement manqué, Joshua. » Le garçon fixa l'écran, son expression changeant, l'ombre d'un souvenir refaisant surface. Il tourna son regard vers Harold, cherchant une explication, mais Harold évita son regard, fixant le sol. Profitant de la distraction du garçon, un policier s'approcha doucement et prit l'arme de ses mains tremblantes. Joshua ne résista pas. Il continua à regarder la photo sur le téléphone de Claire, la reconnaissance éclairant peu à peu son visage. « Ce n'est pas une guerre ?» demanda-t-il d'une voix petite et incertaine. « Non, mon chéri, » assura Claire, la voix pleine de tendresse. « Il n'y a pas de guerre. Harold a joué à être ton père, alors que ton véritable père et ta mère te cherchaient partout. » Claire s'approcha, tendant la main pour toucher celle de Joshua. Le garçon flinchit d'abord, mais ne se retira pas, acceptant le contact. Il semblait qu'un souvenir enfoui depuis longtemps se réveillait en lui, répondant à la touche de sa mère. Les paramédics enroulèrent Joshua dans une couverture de choc et l'aidèrent à monter dans l'ambulance. Claire le suivit, refusant de le laisser hors de sa vue. Ethan les observa partir, le cœur battant entre la surprise, la joie et l'incrédulité. Quelques heures plus tard, les paramédics soignaient les blessures d'Ethan et vérifiaient ses côtes. Il n'avait rien de cassé. Physiquement, il se remettrait vite. Mais émotionnellement, il était encore sous le choc de ce retournement miraculeux. Dans l'ambulance, Joshua répondait aux questions des policiers et des paramédics, visiblement perdus. Quand Ethan s'approcha, Joshua le regarda avec un mélange de curiosité et de fatigue. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. Joshua haussait les épaules, ses yeux se baladant entre Ethan et les policiers. « Je sais pas, » répondit-il. « Tout est différent de ce que papa, enfin Harold, m'a dit. » Une détective, une femme à l'air sympathique, s'assit en face de Joshua avec un carnet. « Joshua, je sais que c'est confus, mais peux-tu nous dire comment c'était de vivre avec Harold? Est-ce qu'il t'a fait du mal ?» Joshua secoua la tête. « Il m'entraînait beaucoup, de l'entraînement physique, et récemment comment utiliser le pistolet. Il disait que je devais apprendre à me protéger pour quand il serait plus là. Il disait que la guerre durerait longtemps. »« Tu sais quelle année on est, Joshua ?» demanda doucement la détective. Le garçon hésita. Papa Harold disait que peu importe. Le temps fonctionne différemment en temps de guerre. C'est 2007, informa la détective. Tu as disparu il y a 8 ans.
Tu te souviens de quelque chose d'avant le bunker ?» Joshua fronça les sourcils en réfléchissant. Je ne sais pas. Je suis dans le bunker depuis aussi longtemps que je me souvienne. Harold disait qu'il était trop dangereux dehors à cause de la guerre. Il regarda autour de lui, la rue paisible et enneigée. « Mais il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas ?»« Non, » confirma doucement Ethan. « Il n'y a pas de guerre. Il n'y en a jamais eu. » Du véhicule de police où Harold était retenu, il pouvait le voir les observer, l'expression indéchiffrable. Un autre officier s'approcha de l'ambulance. « On a trouvé quelque chose d'intéressant dans le bunker, » rapporta-t-il. « Il est entièrement équipé. Nourriture, eau, matériel médical, un générateur, un système de filtration d'air, et même du matériel éducatif. Nous avons aussi trouvé plusieurs armes silencieuses, comme le garçon l'a mentionné. » La détective Martinez hocha la tête. Il avait apparemment prévu de rester longtemps là-bas. Elle se tourna vers Joshua. « Harold t'a-t-il laissé quitter le bunker ?» Joshua secoua la tête. « Jamais. Il disait que c'était trop dangereux. Il sortait parfois pour chercher des provisions et disait qu'il aidait des gens qui se cachaient à cause de la guerre. Il m'a dit qu'un jour, je pourrais l'aider. » Ethan réalisa les implications. Harold avait emprisonné Joshua pendant 8 ans, créant un mensonge élaboré sur une guerre fictive pour le garder soumis et effrayé de sortir. « Le chien », dit soudainement Ethan, se souvenant du début de toute cette histoire. « Il a acheté le berger allemand pour garder l'entrée du bunker, n'est-ce pas? Et il construisait la grande niche pour mieux cacher la trappe. » La détective Martinez hocha la tête. « C'est aussi notre théorie. Il semble qu'il ait eu du mal à maintenir Joshua enfermé à mesure qu'il grandissait et devenait plus curieux. Le chien était une couche de sécurité supplémentaire. » Tandis qu'il parlait, une équipe de médecins légistes arriva pour examiner le bunker et la maison d'Harold. Les policiers avaient sécurisé la zone avec des rubans jaunes et les voisins curieux commençaient à se rassembler malgré l'heure tardive et le froid. Finalement, les paramédics décidèrent qu'il fallait emmener Joshua à l'hôpital pour un examen complet. Des années passées sous terre, sans lumière du jour et peu d'exercice, avaient sans doute affecté son développement. « On peut aller avec lui ?» demanda Claire, la voix brisée. « S'il vous plaît, on vient juste de le retrouver. » Les paramédics acceptèrent, et bientôt ils se dirigeaient vers l'hôpital Maple Hollow Memorial. Ethan et Claire roulaient à côté de leur fils, maintenant un respectueux éloignement, comprenant qu'ils étaient encore essentiellement des étrangers pour Joshua, malgré la relation biologique. À l'hôpital, les médecins commencèrent l'examen, tandis qu'Ethan et Claire attendaient anxieusement. La détective Martinez les rejoignit, l'air grave. « Harold ne dit pas grand-chose, mais d'après ce que nous avons reconstitué et ce que Joshua nous a dit, il t'a enlevé le jour de ta disparition. Il avait ce vieux bunker de guerre sur sa propriété et a construit la niche juste au-dessus, même si on ne comprend pas pourquoi. Peut-être en réponse à sa propre tragédie familiale. » Ethan acquiesça. Sa femme et son fils avaient été tués lors d'une invasion de domicile il y a 10 ans. Il n'était jamais revenu à lui après cela. Cela a probablement déclenché la rupture mentale qui a conduit à tout ça, confirma la détective. Claire essuya ses larmes. 8 ans de mensonges. Notre pauvre garçon ne sait même pas ce qu'est le monde réel. La récupération psychologique sera difficile, reconnut la détective, mais les enfants sont étonnamment résilients. Avec un soutien adéquat et une thérapie, il a toutes les chances de s'adapter à la vie normale. Le docteur Patel, le pédiatre ayant examiné Joshua, s'approcha avec une fiche. Physiquement, il est malnutri et montre des signes de carence en vitamine D, ce qui est attendu compte tenu des circonstances. Son développement musculaire est en dessous de la moyenne pour son âge, mais il n'y a pas de signe de maltraitance. Il semble avoir été nourri régulièrement et gardé dans des conditions relativement propres. Claire se coucha la main sur la bouche, essayant de contenir un sanglot de soulagement. Ethan passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « On peut le voir ?» demanda-t-il.
Le docteur Patel acquiesça. Oui, mais comprenez qu'il est encore en train de tout assimiler. Il a posé des questions à votre sujet, ce qui est un bon signe, mais ne vous attendez pas à une reconnaissance ou de l'affection immédiate. Cela prendra du temps. Ils trouvèrent Joshua assis dans un lit d'hôpital, petit et perdu parmi les drapeaux blancs. Quand ils entrèrent, il leva les yeux, l'expression prudente, mais plus effrayée. « Salut », dit Claire doucement, s'arrêtant à une distance respectueuse du lit. « Salut », répondit Joshua, observant son visage. « Tu es vraiment ma maman ?» Claire hocha la tête, incapable de parler à cause des larmes. « Et tu es mon vrai papa ?» demanda Joshua en se tournant vers Ethan. « Oui », confirma Ethan, la voix étranglée par l'émotion. « Nous t'avons cherché depuis que tu as disparu. On n'a jamais abandonné l'espoir. » Joshua sembla réfléchir. « Harold m'a dit que ma maman était morte et que tout le monde dehors était l'ennemi. » Il fronce les sourcils. « Pourquoi il m'a menti ?» Ethan échappa un regard à Claire, ne sachant pas combien il devait expliquer. « Harold a perdu sa famille il y a longtemps, » dit-il prudemment. « Je pense qu'il était très triste et confus. Il a fait une très mauvaise chose en t'enlevant et en te mentant. »« Je vais vivre avec vous maintenant ?» demanda Joshua, un peu d'anxiété dans la voix. « Oui, si ça te va, » assura Claire. « Ta chambre est toujours prête, comme avant. Mais rien ne doit aller trop vite. On peut y aller doucement, un jour à la fois. » Joshua acquiesça lentement. « Je ne me souviens pas de vous, » admit-il, sa voix faible. « Mais quand j'ai vu votre photo… » Il s'interrompit, incertain. « C'est normal, » assura Ethan. « On a tout le temps de se connaître à nouveau. » Les jours suivants, l'histoire de la découverte de Joshua et du mensonge d'Harold se répandit à Maple Hollow. Les journalistes locaux réclamaient des interviews avec la famille miraculeusement réunie après 8 ans. Ethan et Claire refusèrent toutes les demandes, se concentrant sur l'adaptation de Joshua à sa nouvelle réalité. Ils apportèrent des albums de famille à l'hôpital, lui montrant des photos de son enfance et lui racontant des histoires de sa vie avant l'enlèvement. Harold fut inculpé pour enlèvement, emprisonnement illégal, agression et multiples violations des lois sur les armes. Après son arrestation, les enquêteurs découvrirent des journaux dans le bunker, détaillant sa dégradation mentale au fil des ans et son obsession de recréer une famille après avoir perdu la sienne. En observant son fils, Ethan ressentit un mélange profond de tristesse pour les années perdues et de gratitude pour cette seconde chance. Le chemin à parcourir serait difficile. Joshua aurait besoin d'une thérapie intensive pour surmonter des années d'isolement et de mensonges. Mais ils étaient enfin réunis. Après 8 ans de recherche et d'espoir contre toute attente, leur famille était enfin entière.